Oui, j'avais même appelé ça "Ne gaspillons pas la manne", car effectivement nous tombe du ciel une reprise internationale et européenne, et je reproche au président de la République non seulement de ne pas l'accompagner, mais de ne pas faire comme les autres gouvernements, c'est-à-dire de la renforcer par des mesures. En effet, ce qui caractérise l'attitude actuelle du président de la République, c'est qu'il semble croire sincèrement que ce qu'il a fait suffit pour faire repartir l'économie française. Et le problème, c'est qu'il est bien le seul à croire ça. Il n'y a pas une personne compétente qui croit ça. Le dernier rapport de l'OCDE sur l'état de la France, les recommandations de la Commission, le rapport gallois sur le choc de confiance, le rapport franco-allemand du commissaire au plan Pisani. Le président de la République a gentiment félicité Jean Tirole d'avoir eu le prix Nobel, mais visiblement il n'a pas lu ce que Jean Tirole a écrit sur ce qu'il faut faire sur le contrat de travail en France. Et donc nous sommes dans un système de 5e République où il n'y a qu'un seul homme qui décide, le président, ni le Premier ministre, ni le ministre des Finances, ni personne, c'est le président, et où actuellement le président bloque tout en disant la reprise extérieure est là et ce que j'ai fait suffira. Eh bien non, c'est pas vrai. Il manque à la France un certain nombre de réformes fondamentales qui sont, la réforme sur le contrat de travail, donc les 35 heures et le CDI. Bon, tout le monde sait que le CDI est beaucoup trop contraignant, et tout le monde le voit, puisque personne actuellement n'est recruté en CDI. La quasi-totalité des embauches se fait en CDD ou en stage ou en intérim, toute situation précaire, parce que personne ne veut aller au CDI. Et quel est le problème pour le CDI? Je ne parle pas du CAC 40 et des grandes entreprises. Je parle de celles qui peuvent vraiment créer de l'emploi, c'est-à-dire les PME. Le problème du CDI, c'est le licenciement. Tout le monde le sait. Le licenciement n'est pas interdit, mais il faut une cause objective. Et quand vous avez une entreprise avec 4 personnes ou avec 12 personnes, vous recrutez quelqu'un et ça ne marche pas. Ça ne marche pas, pourquoi? Je ne sais pas, personne ne sait, mais enfin ça ne marche pas. Et vous n'avez pas le droit de le licencier puisqu'il n'y a pas de cause objective, simplement ça ne marche pas. Et donc tant qu'un patron de PME ne peut pas décider de licencier quelqu'un parce que ça ne marche pas, et ce n'est pas le bon vouloir du prince, c'est simplement le fait qu'il faut que l'entreprise fonctionne, et bon, apparemment, le feeling n'est pas bon, ça ne se fait pas, bon, il n'y a pas d'entente, il n'y a pas de... Bon, donc il faut qu'on arrive à flexibiliser le contrat de travail pour qu'un employeur puisse licencier un salarié qu'il a embauché et il s'aperçoit que ça ne marche pas. C'est pas plus compliqué que ça. Et compte tenu du fait qu'on n'est pas dans un système d'esclavage, il faut trouver des contreparties, des indemnités, quelque chose comme ça. Mais il faut que ça soit possible, ce qui n'est pas le cas actuellement. Le deuxième reproche que je fais au gouvernement, c'est de dépenser 3 milliards chaque année pour les contrats aidés. Qu'est-ce que c'est qu'un contrat aidé? C'est un emploi gratuit donné à une commune pour qu'un jeune soit pris pour nettoyer le jardin public. Bon, c'est toujours mieux que s'il traînait dans la rue, certainement. Ça ne fait pas de mal au jardin public, mais tout le monde sait que la commune n'a aucun moyen de l'embaucher à la fin. Elle l'utilise parce que c'est quasi gratuit, mais même au SMIC, elle ne l'embauchera pas à la fin. Donc ce sont des parkings où on stocke les jeunes pour les sortir des statistiques du chômage, en appelant ça contrat d'avenir. Or, il n'y a pas d'avenir, justement. Et donc, il y a là quelque chose qui coûte 3 milliards qu'on ferait mieux de donner en baisse de charge aux PME, sous une forme ou sous une autre, pour créer de vrais emplois. Et puis, un autre reproche, c'est la loi Macron. La loi Macron, c'est la poudre aux yeux. C'est-à-dire, quand vous regardez dedans, il n'y a rien. Et le peu qu'il y avait est d'ailleurs en train de se détricoter entre les deux assemblées. Et dans la Ve République, quand on utilise le 49.3 pour faire passer en force une loi, au moins on met quelque chose dedans. Là, il n'y a rien. Donc il y a vraiment un problème j'allais dire de passivité du président de la République, mais je crois que c'est même pas de la passivité. Je crois vraiment qu'il est convaincu que ce qu'il a fait suffit. Et je ne sais pas qui arrivera à le convaincre que c'est pas vrai. Tout le monde le lui dit, la commission à Bruxelles et tout le monde, mais
L'OCDE vient de le rappeler. L'embellie internationale actuelle profite à la France. Bon, c'est évident. Le pétrole moins cher, l'euro plus bas pour exporter, des taux d'intérêt qui, sans que le gouvernement se fatigue, lui économisent 1 à 2 milliards par an dans son budget. Tout ça fait qu'au lieu d'avoir une croissance à 0, on va avoir une croissance à 1%. Mais enfin, c'est pas du tout satisfaisant. C'est pas du tout satisfaisant. L'économie française n'est pas dirigée, contrairement à l'économie allemande, contrairement à l'économie espagnole, contrairement aux autres pays européens. Et je ne sais pas si ça va durer comme ça jusqu'en 2017, mais nous prenons un retard. La France a une reprise du fait de l'embellie mondiale, mais dans cette reprise, elle est à nouveau à la traîne des autres pays qui ont une reprise plus forte. J'ai cité l'ensemble des actions qui touchent au marché du travail dans l'entreprise. Alors, il y a naturellement un sujet beaucoup plus vaste, et il faut dire beaucoup plus complexe, qui est la fiscalité. Alors la fiscalité, tout le monde sait qu'on paye beaucoup d'impôts et de charges en France, et donc nous sommes très au-dessus de la moyenne européenne. Je ne vais pas dire il n'y a qu'à baisser les charges, parce que compte tenu du déficit de l'État, même en faisant des efforts d'économie considérables dans les dépenses publiques, il ne faut pas espérer pouvoir baisser beaucoup les charges et les impôts. Mais il y a quand même un certain nombre de points ultra sensibles, qui est la fiscalité du capital. Bon, l'ISF est une catastrophe. C'est un impôt pratiquement unique au monde et qui a fait fuir toute une série de capitaux en Suisse et ailleurs. Et quand vous allez de France en Belgique, vous faites 500 mètres au-delà de la frontière et vous avez le boulevard français des millionnaires qui ont des belles villas de l'autre côté de la frontière, Auchan et compagnie, et qui sont installés là parce qu'ils en ont assez de payer l'ISF. Alors, de ce côté-là, la droite et la gauche n'ont pas à se féliciter. Bon, la gauche, il n'en a évidemment pas, et la droite non plus. Moi, j'ai travaillé avec Nicolas Sarkozy pendant son quinquennat. On lui a dit sur tous les tons qu'il fallait supprimer l'ISF. Tout le monde sait que c'est un impôt idiot. Bon, il y a une espèce de tabou, donc il ne l'a pas supprimé et il a voulu le contourner par le bouclier fiscal. Bon, ça lui est revenu comme un boomerang, ça n'a servi à rien et nous ne sommes plus à l'époque des demi-mesures. C'est fini. Contourner les 35 heures par la déductibilité, par la défiscalisation des heures supplémentaires, c'est fini. Contourner l'ISF par le bouclier fiscal, c'est fini. Il faut prendre les mesures. Supprimer les 35 heures, supprimer l'ISF, et naturellement je ne parle même pas de l'impôt à 75%, mais trouver les conditions pour que les investissements étrangers soient attirés en France et que les créateurs français n'aillent pas soit créer leur entreprise dans la Silicon Valley, soit mettre leur capital en Suisse ou en Belgique. Bon, là encore, le président de la République, qui est un peu la baraka, ça il faut lui reconnaître, bénéficie de l'accord entre les États-Unis et la Suisse sur la fiscalité, sur la transparence fiscale. Donc là encore, sans rien faire, l'accord américano-suisse qui oblige les banques suisses à demander la régularisation des comptes à ceux qui ont des comptes en Suisse, fait que les Français qui ont des comptes en Suisse se voient demander par leur banque suisse de déclarer l'origine des fonds, etc. Et donc rapatrient une partie de ces fonds en France, et avec les pénalités, ça fait encore un petit milliard qui rentre dans les caisses de l'État sans que le gouvernement ait rien fait. Mais enfin, ça suffit. Il faudrait maintenant que le gouvernement fasse quelque chose. Les choses étant ce qu'elles sont au moment où nous parlons, qu'est-ce qui va se passer d'ici 2017 ? Eh bien, dans l'hypothèse qui semble être celle que j'évoque, où le président de la République considère que ce qu'il a fait suffit, et donc ne fait plus rien,
Ce qui est le cas, puisque nous parlons aujourd'hui, à 3 jours de la réunion du Conseil restreint à l'Élysée sur les modifications sociales où le gouvernement a enterré la réforme, avant même la réunion. Le Premier ministre a déjà dit qu'il n'y aurait pas de réforme du CDI, qu'il n'y aurait pas de réforme des seuils sociaux, etc. Donc visiblement, on est sur une trajectoire que j'ai indiquée, c'est-à-dire on ne fait rien et on profite de la reprise mondiale. Bon, je pense qu'on s'achemine sur 2 années de croissance ramollie à 1%, avec un chômage qui plafonne, parce que comme dit le proverbe, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Donc le chômage, depuis le temps qu'il monte, un jour ou l'autre, il va plafonner. Et une ambiance, un manque de confiance et d'investissement, puisqu'on voit bien que le peu de croissance que nous avons, c'est de la consommation, un peu de commerce extérieur grâce à l'euro, et 3, pas du tout d'investissement. Donc c'est vraisemblablement le schéma qui va s'imposer jusqu'à 2017, en attendant de voir ce que les élections amènent comme pouvoir de décision et pouvoir de faire les réformes. Mais enfin, c'est long d'attendre 2 ans. Donc je dirais que les 2 années qui viennent vont être moins mauvaises que les 3 années que nous venons de vivre, mais pas satisfaisantes dans l'absolu et pas satisfaisantes pour l'esprit, puisque tout le monde sait qu'on pourrait faire mieux. Et c'est ça c'est ça qui est regrettable. Alors il y a une créativité industrielle, il y a des jeunes qui ont envie de faire des start-up, ça se développe. Il y a une capacité industrielle de la France qui, malgré tout, existe. Et donc il y a une capacité de redémarrage. Reste à savoir qui saura faire jouer le déclic de la confiance pour ce redémarrage. Attendons.